Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'iPhone 7 qui vient d'être annoncé. Alors on va parler bien entendu de ce qui a été annoncé, on va pas parler du téléphone lui-même, on va tout simplement essayer de décrypter ce qui nous a été dit et surtout les implications qu'il y a. Bon, c'est pas grand chose, hein, parce qu'il n'y a pas eu en fait grand chose comme annonce, hein. Pour information, c'est un petit peu la conférence, la keynote, comme ils appellent ça, Apple la plus laborieusement, en fait, comment dire, ils se font un truc qui dure une longueur déterminée, qui est très très long. Ça a paru très très vide, il y avait presque rien cette fois-ci, surtout concernant l'iPhone. Alors là, franchement, c'était vide de chez vide. Alors déjà, je dois vous parler d'un petit quelque chose, c'est tout simplement mon ressenti global vis-à-vis de la marque, hein, tout simplement, ainsi que des iPhones. Pour information, je suis ni pro iPhone, ni anti-iPhone, un hater ou des trucs comme ça comme on dit. Pour information, je l'ai mis ici, je l'ai descendu d'un étage exprès pour vous le montrer, mais ça c'est pas un faux iPhone, hein, pour information, c'est littéralement l'original, hein, voilà, l'iPhone 2G en fin de compte dans sa boîte d'origine et tout ça qui m'a été offert par un spectateur qui est en parfait état, et plutôt que de le revendre, j'ai décidé de le garder tout simplement, comme tout ce que l'on m'offre, etc. parce que c'est pas des trucs qui me dégoûtent, hein. Je veux dire, si c'était quelqu'un qui détestait les iPhones et tout ça qui vous parlerait, je pense qu'il se serait dit, bon, lui aussi, je l'avais oublié celui-là, hop, ici, là, il y a un vieil iPod qu'il faut que je répare aussi, enfin bon bref, j'ai plein de produits de la marque, j'ai jamais eu de problème, je sais pas, je regarde pas ça avec dégoût, je sais pas quoi, non, je sais... comment dire, évaluer cette marque objectivement, tout simplement, et ne pas rentrer dans l'excuse de tout et n'importe quoi de bizarre qu'ils pourraient faire, ou à l'inverse de les blâmer pour une bonne idée, comme j'ai pu voir un petit peu partout. Attendez, je pose ça avant que ça tombe, voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'est tout simplement que voilà, donc en gros, j'ai aucun mal à parler de cette marque de manière objective. Hein, je dis ça tout simplement pour ceux qui pourrait penser éventuellement en voyant la vidéo et en se rendant compte qu'il y a majoritairement des choses négatives à dire, que c'est parce que oh là là, il sait pas être positif avec cette marque. Pour information, c'est tout simplement parce que j'ai tendance à avoir une politique personnellement pour mes vidéos qui fait que je considère qu'il n'est pas une bonne idée de tout simplement glorifier des points qui sont en fin de compte identiques à tous les autres téléphones en fait. C'est pour ça que ça fait très peu de bons points habituellement dans mes vidéos, c'est parce que tout simplement si ça a déjà été fait par toutes les autres marques, je vais pas qualifier ça de bons points, je vais tout simplement pas en parler. Et donc du coup c'est seulement s'il y a quelque chose de nouveau qui est apporté sur la table que j'en parle, ou quand il y a quelque chose qui est moins bien fait qu'ailleurs, ou vraiment beaucoup moins bien fait qu'ailleurs, que j'en parle. Alors du coup ça donne peut-être à certaines de mes vidéos un ton un petit peu trop... Enfin bon, on peut avoir l'impression que c'est que dans le négatif alors que c'est complètement faux. Mais voilà, en gros, ce que je peux vous dire, c'est que... ah oui, tiens, un autre truc que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, voilà ce que j'utilise comme téléphone principal, c'est tout simplement un iPhone 5S, pour essayer de me remettre, enfin, un petit peu avant la keynote, en fait, me remettre un peu dans le bain, en fait, sur ce qui se fait sur iOS, quoi. Donc, d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu, juste pour que vous ayez un petit aperçu de ce que je pense d'iOS et des iPhones. Alors, pour information, je pense, bon, les choses que tout le monde pense, en fait, c'est la première chose, c'est que c'est trop cher. Bon, voilà, hein, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais un autre truc que je peux dire, c'est que l'iPhone a beau avoir des points au niveau du matériel qui sont pas forcément des points que j'aime, notamment par exemple le fait que pour les pièces, c'est n'importe quoi, trouver des pièces compatibles de bonne qualité, c'est très difficile, mais bon ça voilà, hein, c'est juste un problème, c'est pas un problème avec le téléphone, etc. Donc pour réparer un iPhone, c'est pas si simple. Un autre truc que je peux dire, c'est que le matériel lui-même n'est pas forcément ce qui se fait de plus solide, mais c'est très très loin d'être ce qui se fait de moins solide. Un autre truc à dire, c'est par rapport aux performances, les caractéristiques techniques et tout ça, il y a toujours le gros problème de la RAM, il y a aussi le problème des modèles entrée de gamme qui ont juste pas assez de mémoire. C'est-à-dire en gros les 8 gigaoctets maintenant sont quasi inutilisables, les 16 gigaoctets on a très vite fait de le remplir complètement, enfin voilà, en gros il n'y a pas beaucoup de mémoire et la mémoire n'est pas extensible, alors ça du coup ça peut être un petit problème, mais sinon au niveau du processeur, nickel, franchement le processeur dans ces machines est très bon la plupart du temps. D'ailleurs, voilà un petit truc sur lequel Android est généralement taxé d'être moins bon, c'est par rapport à l'optimisation. Mais en fait, c'est pas totalement vrai, parce que en réalité, ce qui fait qu'un système d'exploitation est fluide, c'est les performances monocœur. Et tous ces processeurs, depuis
toujours, des processeurs de chez Apple ont toujours eu des performances monocœur largement supérieures. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que les Android arrivent maintenant de nos jours à être aussi fluides, si ce n'est plus fluides que les iPhones, en faisant ça sur des processeurs moins performants. Donc ça veut dire qu'il y a eu, au contraire, des énormes efforts d'optimisation qui ont été faits sur Android ces dernières années. C'est Android 5.0 en fait a vraiment fait d'énormes efforts parce que on a par exemple, si on prend le 5S, il fait à Geekbench environ 1300 en monocœur, ce qui est énorme, 1300 en monocœur avec la dernière, voilà. Et en gros en termes de fluidité, on est à peu près au même niveau qu'un Snapdragon 800 qui lui fait à peu près dans les 850 à peu près, 800, enfin ça dépend des téléphones, c'est 800, 900, des trucs comme ça en monocœur. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, Android sur de tels processeurs arrive à être plus fluide que ce téléphone, je dis bien plus fluide que ce téléphone, j'ai vérifié tout ça, en étant en 1080p au lieu de 640p, et arrive à le faire avec un processeur moins performant, que ce soit au niveau du CPU que du GPU. Donc voilà, donc je vous explique un petit peu tout ça, pour vous mettre tout ça un petit peu en perspective, mais donc voilà un truc que l'on peut jamais reprocher avec les iPhones, c'est que leur processeur est juste surpuissant. Le dernier, d'ailleurs, iPhone, on va parler tout de suite de ça, on va enchaîner direct sur l'iPhone 7, le dernier iPhone a un processeur en monocœur qui arrive à faire des scores qui sont des scores d'ordinateur portable, quoi, dans un téléphone. Et quand je dis d'ordinateur portable, je dis de bons ordinateurs portables. 3300 points en monocœur sur Geekbench, c'est gigantesque. C'est juste un truc, on n'a jamais vu ça. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais c'est seulement du dual-core, etc. Alors en l'occurrence, c'est plus exactement du dual-core, même si très franchement, le nouveau processeur de l'iPhone 7 se comporte totalement exactement comme un dual-core. Comment on peut le savoir? Eh bien tout simplement, alors c'est un quad-core, Big Little en fait. Vous savez, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux gros cœurs et deux petits cœurs qui alternent suivant les besoins. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans certains cas, si vous avez besoin donc de moins de performance, au lieu d'utiliser le gros cœur qui consomme plus, ça utilise le petit. Alors on va revenir un petit peu là-dessus plus tard. Donc en gros, ce sont pas c'est pas un vrai quad-core en fait. C'est deux paires de cœurs associés l'un à l'autre qui peuvent a priori pas fonctionner l'un en même temps que l'autre, étant donné que Geekbench, encore une fois, nous dit qu'il fait 3300 en monocœur, mais seulement dans les 5000 quelque chose en multicœur. C'est-à-dire qu'en fait, s'il s'agissait de pouvoir réellement utiliser les 4 cœurs en même temps, logiquement, nous aurions un score qui serait logiquement de plus de 6600. Or, là, on a l'inverse, on a carrément moins que si c'était réellement un dual-core, ce qui veut dire que, a priori, le nouveau processeur de l'iPhone 7 chauffe tellement que il est obligé de brider le deuxième cœur un petit peu, ou de brider les deux cœurs un petit peu, quand on utilise les deux à la fois, au lieu de quand on n'en utilise qu'un seul à la fois. Donc bon, ça c'est un grand classique, mais c'était pas le cas sur l'iPhone 6, donc ça veut dire que a priori ce processeur, il est certes beaucoup plus performant que les précédents processeurs de l'iPhone, mais enfin voilà quoi, il chauffe quoi. Mais enfin, en gros, le truc c'est que voilà, au niveau du processeur, nous avons un nouveau processeur qui est extrêmement performant. Problème, niveau RAM, nous sommes toujours à 2 Go de RAM, étant donné qu'il n'y a pas eu d'annonce pour nous dire qu'il y en avait 3, 4 ou je ne sais pas quoi. Donc a priori, nous sommes toujours à 2 Go de RAM sur l'iPhone 7, ce qui est franchement minable, étant donné que, eh bien, vous allez vous dire, oui, mais iOS est mieux optimisé qu'Android sur la RAM. Alors oui, au niveau du processeur, Android a tendance à moins consommer pour une fluidité identique que iOS, mais c'est vrai aussi que de l'autre côté, Android, lui, ce qui le gagne en fluidité en termes d'utilisation du processeur, il le perd en consommation RAM. C'est vrai que la consommation RAM est moins bonne du côté d'Android. Mais quand même, quand on arrive à utiliser la majorité de ce qui est disponible à l'intérieur d'un téléphone avec 3 Go de RAM sur un téléphone Android, eh bien, vous arrivez à, comme ça, remarquer que vous pouvez utiliser sur un téléphone avec 3 Go de RAM, comme je le disais, environ 2 Go de RAM. Environ. Ce qui fait que sur 2 Go de RAM, même si c'est mieux optimisé du côté d'iOS, on n'aura jamais autant de RAM libre. Et de l'autre côté, on commence à voir des téléphones qui sont en masse, quoi, c'est-à-dire même des milieux de gamme. Voilà, si on prend par exemple le Zenfone 2, nous avons un téléphone qui maintenant peut être considéré presque comme un bas de gamme, qui a 4 Go de RAM, c'est-à-dire avec au moins 3 Go de RAM libre.
Question évolutivité, c'est quand même un petit peu mieux, parce que d'un côté, nous avons 2 gigaoctets de RAM, une fois qu'ils seront pleins, ils seront pleins, quoi, c'est tout aussi bête que ça. De l'autre côté, nous avons plus que ça. Donc s'il y a des applications, des jeux, ou par exemple, nous avons des pages web, parce que maintenant, le fait de naviguer sur Internet peut remplir la RAM, je me suis rendu compte avec ce téléphone-là, fonctionne très bien en dehors des utilisations web, mais dès qu'on tombe sur un site internet qui est codé avec les pieds, avec 2 tonnes de JavaScript qui tournent en arrière-plan, ce genre de truc, eh bien on se retrouve à avoir le téléphone qui rame à fond, parce qu'il a que 1 gigaoctet de RAM. Donc ça veut dire que il va se passer la même chose pour tous les téléphones avec 2 gigaoctets de RAM, bien entendu, d'ici quelques temps. Et d'ailleurs, ça c'est un problème, parce que, encore une fois, pour vous dire ça, pour vous remettre en perspective, avec ce téléphone, nous avons 1 gigaoctet de RAM, mais nous avons un processeur qui est extrêmement plus performant que celui d'un Galaxy S4, qui est sorti à peu près, pas exactement au même moment bien sûr, mais quand même, je veux dire, celui-là est plutôt sorti au niveau du S5, mais le S4 se trouvait à la même époque. Et donc, le S4 a 2 gigaoctets de RAM, beaucoup moins performant, 2 fois moins de performance en monocœur par exemple. Ça devrait impacter. Eh bien, malgré tout, le S4, à cause de la RAM supplémentaire qu'il a, eh bien, quand on se retrouve avec ce genre de page web, de site internet mal optimisé, des longues pages web avec beaucoup de texte, ou avec beaucoup d'images, ou ce genre de trucs, eh bien, on se rend compte que, eh bien, aussi modeste soit-il, le Galaxy S4 fonctionne mieux, en fait. Donc c'est là où on se rend compte que, oui, certes, c'est mieux optimisé, mais bon, voilà, c'est quand même un compromis assez mauvais que de compromettre sur la RAM, quoi, du côté de chez Apple. Bon, après, pourquoi ils compromettent sur la RAM? Je vais vous expliquer la raison technique. C'est tout simplement pour pouvoir sortir des modèles avec 128 gigaoctets de mémoire interne, ou 256 gigaoctets de mémoire interne, parce qu'il faut bien qu'ils trouvent la place à l'intérieur du composant qui fait combo RAM et ROM, c'est-à-dire mémoire interne et mémoire vive, il faut bien qu'ils trouvent de la place là-dedans pour pouvoir mettre plus de mémoire, en fait. Et pour faire ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent 2 fois moins de RAM, donc ça prend moins de place à l'intérieur de ce composant, pour pouvoir mettre 2 fois plus de mémoire de stockage, quoi, en fin de compte. Après, personnellement, je trouve ça débile, parce que je préférerais très franchement, qu'ils fassent en sorte qu'on puisse mettre des micro SD. Bon, je sais, vous allez me dire, ouais, mais ils ont pas envie de mettre de micro SD, parce que sinon, ça ferait en sorte que, bah voilà, au lieu de payer 120 € de plus pour un téléphone qui est le même avec plus de mémoire, il y a juste à acheter le modèle d'avant, et de mettre une carte dedans qui coûte, voilà, genre 40 € grand maximum, quoi. Mais voilà, le truc, c'est que ils pourraient tout simplement sortir un format propriétaire. Ils sont professionnels des formats propriétaires. Après Sony, je crois que Apple est quand même l'entreprise qui a inventé le plus de formats propriétaires qui ait pu exister au monde. Donc voilà, ils pourraient le faire. Et à mon avis, ce serait une meilleure idée. Mais voilà, bon, ils préfèrent faire en sorte que comme ça, si on a fait l'erreur d'en prendre un avec peu de mémoire, ça vous oblige à racheter un téléphone. En fait, je crois que c'est ça leur stratégie. Mais voilà. Bon. Alors bien entendu, le point à prendre maintenant est à prendre avec des pincettes, étant donné qu'il s'agit de l'autonomie, et depuis toujours, Apple nous promet énormément plus d'autonomie par rapport au modèle précédent. Là, en l'occurrence, ils nous promettent 2 heures d'autonomie en plus. Je sais pas exactement si ça comprend la durée de veille sur un truc en moyenne et tout ça énigmatique et patati et patata, ou si c'est 2 heures d'utilisation, c'est-à-dire écran allumé, de plus sur le nombre d'heures que l'on peut faire. C'est-à-dire, disons qu'il y a 6, maintenant ce serait 8 sur l'iPhone 7 par rapport à l'iPhone 6S. Je pense que ce n'est pas le cas et que ce ne sera pas le cas, bien entendu, parce que c'est beaucoup trop, donc je suppose que c'est plus une sorte de moyenne bizarre et tout ça qu'ils ont fait et tout ça, ou alors en utilisation extrêmement légère, ou ce genre de truc, c'est-à-dire qu'en fait ça utilisera jamais les gros cœurs puissants de leur nouveau processeur, mais ça utilisera tout le temps les cœurs très peu puissants, genre par exemple lire une vidéo, ce genre de truc, je ne sais pas du tout. Enfin, en tout cas, voilà, donc ils nous promettent plus d'autonomie. Je suppose que ce qu'ils vont faire, c'est continuer à essayer de faire en sorte de réduire et même carrément l'annuler complètement, la différence qu'il y a entre les Android et les téléphones iOS en termes d'autonomie, parce que oui, il y a toujours eu cette toute petite différence. L'iPhone 6 Plus était vraiment proche, l'iPhone 6S Plus, je ne sais pas exactement, mais à mon avis c'est bon. Avec l'iPhone 7 Plus, on doit avoir les mêmes autonomies que ce que l'on peut avoir avec les meilleurs téléphones autonomes que l'on peut trouver sous Android, sauf bien entendu les téléphones exceptionnellement autonomes, comme par exemple le Zenfone Max ou des trucs comme ça, qui sont juste des téléphones où tout a été mis pour l'autonomie dedans, quoi. C'est-à-dire, en fait, ce sont juste des téléphones qui sont conçus
uniquement pour booster l'autonomie le plus possible. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, on devrait se retrouver au même niveau qu'un bon Xperia Z ou ce genre de truc qui arrive à faire dans les 9 heures d'autonomie écran allumé dans certaines circonstances. Donc voilà, ça serait très bien d'arriver à ce niveau-là sur le 7 Plus, ça serait une très très bonne idée. On en est même déjà très proche actuellement avec les actuels, donc logiquement c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est sûrement un bon point. Ensuite nous avons le fait que le téléphone soit étanche. Alors il est étanche IP67, ça veut dire qu'en fait il n'est pas vraiment étanche plus qu'un Android, il est au contraire moins étanche qu'un téléphone Android qui sont souvent IP68, c'est-à-dire qu'en fin de compte logiquement il résiste à un peu plus de pression et à une durée d'immersion un peu plus longue tout bêtement. Bon après, quand on voit à quel point c'est très marketing le fait que ce soit étanche, ça demande à être confirmé dans les faits quoi. Mais en gros si c'est étanche façon Xperia Z, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est étanche seulement quand c'est neuf et encore si on a de la chance parce que franchement, c'est difficile de réussir à l'étanchéifier bien comme il faut, etc., etc. Donc bref, oui, il y a très très peu de téléphones qui sont bien étanches, quoi. Mais bon, voilà, au moins c'est toujours mieux que rien, ça permet d'avoir un petit peu plus d'étanchéité. Moi je trouve qu'il est mieux de partir sur les trucs, vous savez, qui sont honnêtes, comme Motorola qui vous disent que les téléphones sont splash-proof, c'est-à-dire en fin de compte qu'ils ne résistent pas à l'immersion, on va dire, ils ne prétendent pas résister à l'immersion, même s'ils y résistent, un petit peu, exactement comme un Xperia Z en fait. Mais en fin de compte, en gros, ce qu'ils vous disent, c'est que oui, s'en servir sous la pluie, ça pose pas de problème, s'en servir dans des circonstances où c'est très humide, ça pose pas de problème, ce genre de truc, en fin de compte, je trouve que c'est beaucoup plus honnête. Donc voilà, en gros, ils se réalignent là-dessus. Et ensuite, un autre truc qu'ils ont fait, c'est les haut-parleurs stéréo. C'est-à-dire qu'en fin de compte, maintenant, un petit peu comme sur les HTC One, et sûrement l'HTC 10 aussi, j'en sais rien, nous avons 2 haut-parleurs, un de chaque côté de l'écran quand il est en mode paysage, pour pouvoir avoir la stéréo. Bon, c'est pas forcément... c'est très gadget, mais bon, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise chose. Et voilà, bon, pour ceux qui aiment bien utiliser leur téléphone sans avoir à utiliser de casque, ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, parlons un petit peu du truc qui a fait polémique, c'est la disparition de la prise jack. Alors la prise jack, ça c'est quand même un petit truc, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait disparaître. D'ailleurs, ils ont vraiment eu aucune justification pour la prise jack. Voyez un petit extrait de la conférence, c'est un petit peu ridicule, hein. Now some people have asked why we would remove the analog headphone jack from the iPhone. Well, the reason to move on, courage. Courage to move on, do something new. We can use Lightning. But second, and this is really important, our smartphones are packed with technologies and we all want more. And it's all fighting for space within that same enclosure. An ancient single-purpose analog big connector doesn't make sense because that space is at a premium. Alors le plus ridicule à côté de ça, c'est que leur seule justification relativement convenable qu'ils ont essayé de donner dans la conférence, c'était qu'ils ont supprimé la prise jack pour gagner de la place à l'intérieur du téléphone. C'est même pas pour l'épaisseur du téléphone en plus, parce que 3,5 mm, je veux dire, ouais, on peut encore faire un téléphone jusqu'à 4 mm et faire en sorte que la prise jack ne gêne pas, quoi. Donc l'épaisseur est un non-problème à propos de la prise jack. Je veux dire, le seul téléphone qui était tellement fin que la prise jack pourrait poser un problème en termes d'épaisseur, je l'ai testé, c'était le Oppo R5. Et très franchement, j'aurais préféré qu'il le rende un tout petit peu plus épais, surtout qu'en plus, il y avait cette absurdité qui fait que l'appareil photo dépassait de 2 mm de plus que tout le reste du téléphone. D'ailleurs, s'ils avaient justifié ça par l'épaisseur, ça aurait été absurde étant donné que l'iPhone 6 et plus ont ce même problème qui est que l'appareil photo dépasse lui avec. Donc s'ils avaient dit « Ouais, mais la prise jack on la supprime parce que c'est à cause de l'épaisseur », on leur aurait dit « Mais pourquoi vous décalez pas la prise jack au même endroit que l'appareil photo et faire en sorte qu'il y ait tout ce secteur qui dépasse très légèrement ?» Vous savez, le secteur appareil photo plus prise jack qui seraient tous au même endroit, et voilà, au lieu de faire en sorte qu'il y ait un carré de 1 cm sur 1 cm qui dépasse, il y aurait un carré de 1 cm sur 2 cm qui dépasse, quoi, ou de 1 cm sur 2 cm et demi pour la version avec le double appareil photo. Bref, voilà, ça paraîtrait ridicule qu'ils justifient ça par là. Non, ils justifient ça par le fait qu'ils veulent gagner de la place sur la carte mère. Mais cette justification tombe complètement à l'eau quand quelques minutes plus tard dans la conférence, ils nous disent
que ils nous ont mis un nouveau système de vibration qui prend à peu près 5 fois la place que prenait la prise jack à l'intérieur du téléphone. Donc en gros, c'est-à-dire que pour l'espace que prend la prise jack, c'est-à-dire un espace de 1 cm sur un demi-centimètre, plus peut-être un petit composant à côté pour le décodage si c'est pas, c'est-à-dire pour passer le numérique en analogique, s'il n'est pas inclus directement dans le processeur lui-même, eh bien ce composant en plus, bon, on pourrait dire un truc du style, voilà quoi, ça fait gagner 2 cm² en tout dans le téléphone quoi. Enfin bref, ça ferait perdre rien du tout d'enlever la prise jack. Mais bon, voilà, on va dire, ouais, ils avaient vraiment besoin d'un petit peu plus de place, comme la façon qu'ils nous ont justifié de passer de la micro SIM à la nano SIM. Allez, ça passe. Mais ensuite, ils nous montrent cette espèce énorme bloc de vibration qui est en fait un système haptique à base de percussion, en fin de compte, dans un sens, et non pas à base de rotation, comme c'est fait habituellement. Exactement le même système que sur l'Apple Watch, qui prend une place phénoménale pour un système de vibration. Et donc non, là en l'occurrence, non, c'est injustifiable d'enlever la prise jack pour ça. C'est uniquement pour les accessoires. Et c'est prouvé par le fait que ils nous fournissent un adaptateur prise jack, plus des oreillettes qui se branchent directement sur la prise Lightning, mais qui sont filaires, mais que de l'autre côté, la version sans fil coûte... On va dire qu'en France, ça va coûter très certainement aux environs de 160 €. Je crois que ce sera le prix auquel ce sera vendu. Enfin bon, bref, voilà. 160 € pour 2 oreillettes sans fil. Bon bref, et le dernier truc à dire, c'est tout simplement le double appareil photo. Alors, il y a un appareil photo grand angle et un appareil photo, bien entendu, angle serré, c'est-à-dire en fin de compte l'équivalent d'un zoom x2 comme ils disent, parce qu'en fin de compte, quand on passe d'un grand angle à un angle plus serré, c'est comme si on avait zoomé en fin de compte. Et donc ça fait un zoom x2. Le truc qui est marrant, c'est qu'il y a visiblement, d'après ce que j'ai vu, il n'est pas possible de pouvoir faire un zoom 1,5 ou des trucs comme ça. On passe de 1 à 2 direct. Et ensuite, on fait du zoom numérique. Alors, ils nous ont vanté les mérites du zoom numérique. Alors là, franchement, ça me fait bien rire parce que, sans déconner, du zoom numérique, c'est juste du zoom numérique. Ils nous disent que le zoom numérique est de meilleure qualité que les précédents. C'est tout simplement que l'appareil photo est de meilleure qualité que les précédents. Le zoom numérique ne peut pas faire mieux que de tout simplement couper les bords. C'est juste ça, le zoom numérique, c'est couper les bords de l'image. C'est comme si on avait pris la version x2 et qu'après la photo, on avait coupé les bords. Ça ne change absolument rien. La seule chose que ça peut aider de faire le zoom pendant qu'on fait la photo et non pas après avoir pris la photo, c'est tout simplement que la correction logicielle, c'est ce que tu dois ignorer dans l'image et donc du coup va se concentrer sur cette partie-là et donc va on va dire calculer les contrastes sans tenir compte de tout ce qu'il y a autour de l'image, c'est-à-dire la partie qu'on a coupée. Mais ça aussi, c'est faisable après avoir pris la photo, de toute façon. Mais bon, voilà, donc on oublie la partie qu'ils nous ont dit sur le zoom numérique, ça paraît un peu absurde, mais en gros, voilà, ça permet d'avoir 2 angles, c'est pas une mauvaise idée, c'est quand même un peu gadget, et c'est disponible uniquement sur la version plus, c'est-à-dire la version grand format du téléphone, mais surtout pour les gens les plus fortunés, et surtout, je trouve que c'est dommage pour les personnes qui veulent un téléphone relativement compact, parce que, voilà, il y a eu l'iPhone SE qui est sorti il y a quelque temps, mais il n'y a pas de nouvelle version de l'iPhone SE, entre guillemets, enfin en tout cas pas pour l'instant, qui intègre les versions, les fonctions qui ont été mises là-dedans. D'ailleurs, l'iPhone SE, je trouve que c'est pas une très bonne idée, je pense qu'il devrait faire plus un truc entre l'iPhone SE et l'iPhone 7, c'est-à-dire en gros, il y a l'iPhone 7, l'iPhone 16 Plus, mais aussi l'iPhone 16 moins, on va dire l'iPhone 7 moins, celui-là qui est exactement comme l'iPhone 7, sauf qu'ils ont fait en sorte qu'il soit plus compact. Parce que maintenant on va parler du dernier truc, c'est le téléphone lui-même, sa taille. Et le problème c'est que c'est toujours le même design que l'iPhone 6. L'iPhone 6, je trouve, alors ça c'est subjectif. C'est très subjectif, je peux le comprendre, mais c'est quand même, ça reflète quand même beaucoup de choses que j'ai entendues autour de moi. C'est que le design de l'iPhone 6, contrairement à l'iPhone 4 et l'iPhone 5, qui ont mis tout le monde d'accord, le design de l'iPhone 6 est quand même un design très mauvais, quoi. L'iPhone 4 a inspiré les Xperia Z, ça c'est indéniable. L'iPhone 5 a inspiré, et là aussi c'est indéniable, les HTC One. L'iPhone 6 n'a inspiré personne en dehors des constructeurs de contrefaçon chinoise ou ce genre de truc. Je veux dire, on peut dire que certains téléphones s'inspirent un petit peu, comme bien entendu le Galaxy S6, mais encore, regardez,
habituellement, vous comparez un Samsung avec un iPhone, genre par exemple un Galaxy S4 ou un Galaxy S3 avec un iPhone de la même époque, ce sera toujours l'iPhone qui aura plus de gueule, comme on dit. Enfin bon, voilà quoi. Je veux dire, c'est toujours l'iPhone 5 qui aura l'air quand même plus beau, plus travaillé esthétiquement. L'iPhone 6, on le compare comme ça à un Galaxy S6, personnellement, je trouve que le Galaxy S6 est plus beau. C'est le monde à l'envers, dans un sens. Je veux dire, je comprends pas très bien, mais depuis quelque temps, les Android sont plus jolis. Enfin, encore une fois, c'est subjectif, mais je trouve qu'ils sont plus jolis. L'iPhone 6, personnellement, je trouve le design assez insipide. C'est très rond et tout, c'est plat, alors que, encore une fois, l'iPhone 5... Franchement, les différentes couleurs et tout ça, le fait que, bon voilà quoi, le fait qu'il soit tout en métal et tout, la façade a l'air harmonieuse et tout, alors que l'iPhone 6 me paraît beaucoup trop large pour un téléphone 4,7 pouces. Beaucoup trop gros. Alors que, je veux dire, on trouve des téléphones 5 pouces ou plus, genre 5,2 pouces, qui sont de la même taille que l'iPhone 6. Et donc du coup, je trouve que c'est un gâchis de place. C'est monstrueusement gâché la place. Je veux dire, gagner 1 millimètre ou 2 d'épaisseur, mais perdre beaucoup ou gagner beaucoup en taille d'écran, ça me paraît beaucoup plus pertinent que de se dire « Oh mon Dieu, on va mettre plein enfin voilà quoi, des bords énormes ». Non, ça me paraît moche, moi, personnellement. Donc bref, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas profité du set pour refaire un nouveau design. Et parce que personnellement, j'attendais ça de l'iPhone 7. Je me suis dit, bon, allez, on va voir s'ils arrivent à trouver un design qui va faire en sorte que tout le monde les copie dans tous les sens. En l'occurrence, non, c'est eux-mêmes qui se sont copiés, en fait. Ils se sont dit, oh, bah voilà, l'iPhone 6, voilà, alors bon, allez hop, on continue sur la même lancée. Je trouve ça vraiment dommage, parce que il n'y a rien vraiment d'intéressant dans ce qu'ils ont fait sur le design, quoi. Rien du tout. Rien n'a été modifié, le poids est le même, la forme est le même. Tout est pareil. La seule chose qu'ils ont fait, tiens, que j'ai oublié de préciser, c'est, vous voyez le petit bouton physique qu'il y a là, le bouton Home, tout bêtement. Eh bien, ils l'ont supprimé, maintenant c'est un bouton tactile capacitif, comme sur un téléphone Android, en fait. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Je me disais, non, c'est pas vrai, ils ont fait ça. Je veux dire, la seule chose qui différencie un bouton capacitif d'un bouton d'un bouton capacitif qu'il y a sous Android ou ce bouton capacitif qu'il y a là, c'est que quand vous appuyez fort dessus, il y a une vibration qui fait comme si vous avez cliqué dessus. Ce feedback, en fait, en gros, c'est pour cette raison qu'ils ont mis le nouveau vibreur de l'Apple Watch à l'intérieur du téléphone. C'est pour cette seule et unique raison. C'est pour faire en sorte que le téléphone vibre d'une manière très spécifique quand vous appuyez dessus. C'est-à-dire, en gros, face à un à-coup, je suppose, comme si vous l'avez enfoncé, en fait, juste une sorte d'impression. Bon, c'est bizarre comme idée, c'est pas une mauvaise idée, en elle-même, mais voilà, toutes les personnes qui disaient que le bouton tactile, les boutons tactiles sous Android, oh là là, oh, c'est mauvais, tout ça, c'est pas une bonne idée, blablabla, blablabla, là, ils doivent être comme ça, en train de se dire, comment on va se justifier vis-à-vis des utilisateurs Android, surtout qu'en plus, il y a un tas de téléphones Android avec des boutons physiques encore aujourd'hui. Et maintenant, l'iPhone l'a plus. Alors du coup, maintenant, ils vont se dire, mais comment on fait je veux dire, ça devient difficile, comme position, si on veut justifier avec un petit peu de mauvaise foi les idées d'Apple. Je trouve pas que c'est une mauvaise idée. Moi, personnellement, je trouve que c'est une idée qui est neutre. Pour moi, ça revient au même. Donc bon, ça revient au même avec un peu moins d'usure. Du côté d'Apple, ça revient pas exactement au même, ça leur permet d'économiser un peu d'argent, parce que comme ça, ils peuvent faire en sorte de ne pas avoir à utiliser des boutons de qualité, à la place, ils utilisent la dalle tactile, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est exactement le même composant qui gère l'écran tactile que ce qui gère le bouton maintenant. Donc en fin de compte, ça coûte moins cher, et ça pose moins de problèmes de SAV et tout ça, parce que oui, le bouton tactile et tout ça, avec Touch ID qui risque de casser ou ce genre de truc, parce qu'à force de bouger le truc, ça fait aussi bouger tout le système et tout, bon, c'est pas non plus... Enfin, encore une fois, c'est pas si fragile que ça, mais en gros, ça leur permet d'avoir plein d'ingénierie et tout ça à foutre en l'air et de se dire, oh,
De toute façon, maintenant, ça bouge plus et tout ça, pouf, on fout le machin, ça coûte beaucoup moins cher à fabriquer pour eux. Donc, voilà, donc ça coûte moins cher et c'est plus simple à fabriquer, et en plus de ça, ça doit être plus fiable pour les utilisateurs. Donc c'est littéralement tout bénef, hein. Je serais vraiment le dernier à critiquer ça. Mais c'est juste pour vous dire que, voilà, une des dernières particularités de l'iPhone disparaît avec cette version. L'un des seuls détails qu'ils ont fait qui le distingue en termes d'apparence, même si franchement en termes d'apparence c'est pratiquement pareil aussi, mais voilà, par rapport au 6 et au 6S. Ah oui, et puis aussi le fait qu'on voit moins les petites bordures, vous savez, qui séparent. Vous voyez, regardez, là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des barres en plastique. Ce qu'ils ont fait dans l'iPhone 6, c'est qu'ils ont mis des barres en métal entourées par des jointures en plastique, en fait. Et ben là, ce qu'ils ont fait, c'est que ces jointures soient microscopiques. J'ai peur. Je pense pas que ça va arriver, hein. Mais j'espère franchement qu'ils ont testé ça pendant des milliers d'années, parce que c'est exactement ce problème-là qui a fait que l'iPhone 4 avait une mauvaise réception. C'est parce qu'ils avaient diminué l'espace qu'il y avait, vous savez, à cet endroit-là, pour séparer les bordures métalliques qui font antenne des bordures métalliques qui font pas antenne. Donc du coup, quand le vernis se barrait, rien que le fait de mettre son doigt à cet endroit-là, genre tenir le téléphone comme ça, faisait qu'on perdait la réception parce que ça reliait l'antenne à une partie qui fait pas antenne. Donc du coup, ça posait problème. Là, en l'occurrence, ce qu'ils ont fait sur l'iPhone 5, c'est que bon, voilà, vous voyez, c'est un design complètement différent, mais sur l'iPhone 6, ils avaient fait en sorte que ces parties métalliques qui font antenne, pour les séparer des parties qui ne font pas antenne, ils avaient fait des grosses bordures plastifiées bien grasses. Là, ils y sont plus. Donc j'espère que ça a été bien testé, hein. J'espère qu'ils sont confiants dans ce qu'ils ont fait. Donc voilà, je pense que j'ai fini par résumer tout ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà. Donc, alors, je sais que vous allez me dire, ah ouais, encore, c'est que du négatif. Personnellement, je suis pas, franchement, dans le négatif sur ce téléphone. Hein, franchement, je trouve que ce qu'ils ont fait est juste la majorité des trucs en dehors de la prise jack. Alors ça, c'est impardonnable, mais en dehors de la prise jack, ce qu'ils ont fait est juste suivre ce qu'ont fait les concurrents et avoir un meilleur processeur que les autres. On peut juste regretter le fait qu'on soit toujours avec seulement 2 Go de RAM, et on peut aussi regretter l'absence de prise jack qui commence à devenir ridicule. Alors bien entendu, ne justifiez pas l'absence de prise jack pour tout ce qu'ils ont dit, parce que l'espace, comme je vous ai dit, c'est n'importe quoi, l'épaisseur, c'est n'importe quoi, et le fait de supprimer la prise jack pour avoir une meilleure qualité audio, c'est juste le pire bullshit que j'ai entendu de toute ma vie, car un haut-parleur c'est un électroaimant, et un électroaimant c'est guidé de manière analogique, donc faire en sorte que ça sorte par une prise en numérique, et qu'ensuite ce soit le casque lui-même qui contient un composant peut-être parfois même ultra cheap qui va convertir l'analogique, le numérique vers l'analogique à la place du téléphone lui-même, c'est pas une bonne idée, parce que ça fait en sorte que tout ce qui se branchera ensuite dessus coûtera plus cher, et que en plus de ça, la qualité sera pas forcément meilleure, parce que le convertisseur numérique vers analogique, si vous prenez juste des simples oreillettes de merde, eh bien ça va devenir beaucoup moins bonne qualité, exactement comme ces espèces d'adaptateurs USB audio qui coûtent pas cher du tout, qui font en sorte que la qualité du son est très moyenne, alors que si c'est le téléphone qui fait la conversion, eh ben on se retrouve avec un téléphone avec une bonne conversion. On branche ensuite les oreillettes les plus cheap du monde, du moment que les haut-parleurs sont à peu près convenables, eh bien on a un son convenable qui en sort. Et ça, franchement, c'est juste pour vendre leur truc. C'est la seule façon de se justifier. Quand on voit à quel point ils ont eu du mal à se justifier eux-mêmes dans leurs propres conférences, c'est juste... on voit les ficelles marketing là-dedans. Ils veulent juste essayer, et est-ce qu'ils arriveront à convaincre une seule personne? Je veux dire, il y a des gens qui vont juste se dire, bon bah voilà, je vais le faire quand même, je vais l'acheter ce téléphone, et je vais faire l'effort et tout ça. Mais la majorité des gens vont juste se dire, mais vous nous prenez pour un con, quoi. Même ceux qui vont l'acheter quand même vont juste dire, c'est n'importe quoi, c'est injustifiable, quoi. Une prise jack, ça coûte que dalle, une prise jack, c'est extrêmement standard, une prise jack, c'est facile à mettre en place, ça coûte rien d'acheter des trucs qui se branchent sur des prises jack, et il y a aucune limitation technique à la prise jack justifiant le fait de l'enlever sur un truc mobile. C'est-à-dire que
Le stéréo, c'est largement suffisant pour un truc mobile, parce qu'on va utiliser ça majoritairement avec un casque. Et dans le cadre où vous utilisez pas ça avec des oreillettes ou avec un casque, vous avez toujours la prise Lightning. Elle a toujours été compatible avec le fait d'avoir l'audio qui sort par la prise Lightning, si vous voulez brancher votre iPhone sur un kit 5 points ou des trucs comme ça. Donc il y a aucune raison de virer la prise jack, aucune. C'est juste pour... Enfin voilà, ça c'est le point révoltant. Le point révoltant. Après, bien entendu, comme je le disais, les 2 gigaoctets de RAM, ça encore, on sent le fait qu'ils veulent faire en sorte que d'utiliser la RAM comme technique pour avoir de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'iPhone 6 est sorti avec 1 gigaoctet de RAM, alors que l'iPhone 5 était sorti lui-même aussi avec 1 gigaoctet de RAM, ça permet de faire en sorte que l'iPhone 6 soit plus rapidement obsolète, parce que le processeur de l'iPhone 5S et de l'iPhone 6 est extrêmement bon. Et donc du coup, le fait d'avoir 1 gigaoctet de RAM, c'est ça qui va le rendre obsolète bien avant les performances processeurs. Et voilà, il y a plein de petits détails comme ça, c'est vraiment, ils essayent de trouver toujours le petit point en particulier qui va le rendre obsolète. C'est-à-dire, en fin de compte, ils prennent pas de risque sur l'obsolescence, quoi. Ils prennent pas le risque de sortir un téléphone qui soit trop parfait pour ensuite ne pas pouvoir justifier le téléphone d'après. C'est exactement la seule et unique raison pour laquelle ils continuaient de sortir des versions 16 gigaoctets et que, bon voilà, et il y a encore l'iPhone SE avec 16 gigaoctets d'ailleurs. Voilà, donc bon, c'est la seule et unique raison pour laquelle il y avait encore des téléphones avec 16 gigaoctets, voire même avec 8 gigaoctets il y a encore très peu de temps, comme l'iPhone 5C, et voilà, et c'est la seule raison dans le même, enfin voilà, avec la même logique, c'est la même raison qui fait qu'ils font en sorte qu'il y ait peu de RAM. C'est voilà, donc voilà. Bon qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi de spécial? Donc oui, le fait que ce soit waterproof, bonne idée. Bon, c'est pas encore aussi bien que ce que se fait sous Android, mais bon, c'est pas moins bien non plus, quoi. Parce que, à mon avis, ça doit être équivalent, quoi. Je veux dire, si on enlève le bullshit marketing de part et d'autre, ça doit être à peu près équivalent, et c'est toujours une bonne idée, c'est toujours bon à prendre de ne pas pouvoir se dire « Ah mon dieu, il pleut fort, je vais pas risquer de sortir mon téléphone de ma poche ». Donc voilà, bon, ça c'est une bonne chose, parce que ça pouvait être un problème à une époque, surtout quand on a un truc, par exemple un bouton power en haut, ça peut légèrement s'infiltrer, ou une prise jack en haut, si elle est pas, si c'est pas une prise jack étanche, ou un haut-parleur en haut, ou des trucs comme ça, comme ils ont fait actuellement, enfin bon voilà. Comme vous l'avez deviné, ce téléphone ne m'a pas forcément convaincu, mais c'est pas comme c'est comme d'habitude avec Apple, c'est-à-dire qu'en gros, la majorité de ce qui fait que ça m'a pas convaincu, c'est tout simplement que c'était pas du tout pour moi, et donc voilà. Donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!